C'est parti pour cette conférence de sciences, dite leçon du président, un peu pompeusement leçon du président, qui va concerner la notion d'équilibre en physique. Et puis on va essayer d'élargir cette notion et on va pour ça utiliser Star Wars. Parce que vous me connaissez, vous savez que j'aime bien utiliser la fiction pour parler de sciences, pour pratiquer les sciences. Et on va discuter d'équilibre grâce à Star Wars, ou de maîtriser l'équilibre grâce à Star Wars. À la fin, vous êtes mes padawans, et à la fin, vous serez tous des Jedi de l'équilibre. Hein, confiance. Super, voilà. Je vois qu'il y a des fans. Super. Alors pour ça, comme d'habitude, on va commencer in media res. On va prendre directement des scènes de Star Wars, et puis on va discuter de ce que l'on voit. Et puis ensuite, on essaiera d'en tirer des conclusions, enfin des choses un peu plus larges, et on aura une conclusion que j'espère inspirante, et puis surtout liée, évidemment, à Star Wars, qui sera notre fil conducteur. Alors d'abord, premier élément, on va regarder cette petite séquence de l'épisode 5 où on voit Luke Skywalker qui s'entraîne sur Dagobah pour maîtriser la force et observer attentivement ce qu'il fait. Alors il se met, il a Yoda qui est sur sa jambe qui le guide, et puis vous voyez, il se met sur les deux mains. Au début il faisait le poirier, jusqu'à présent tout va bien, et puis ensuite il a levé une main. Et là, il a franchement levé un bras, et il a écarté sa jambe. Bon, en même temps, il soulève un caillou sans le toucher. Bon, ça, on ne discutera pas de ce problème-là. C'est un détail important, mais plus tard. Et puis, il y a le robot qui s'excite un peu, parce qu'en fait, voilà, il y a un problème qui s'est produit. Le vaisseau, il coule. Et puis, perte d'équilibre, il se casse la figure avec Yoda. Tout le monde se casse la figure. Bon, il perd le contrôle, il perd l'équilibre. Alors la question qu'on peut se poser devant cette image, je la reprends, est-ce que cet équilibre est possible? Est-ce que, alors je ne vous demande pas si vous sauriez faire ça, parce que ça peut paraître un des talents de gymnaste que vous n'avez peut-être pas, mais est-ce qu'un gymnaste, une personne adaptée, équilibrée, entraînée surtout, pourrait faire ce genre d'équilibre? Alors pour ça, il faut, en physique, il faut commencer à regarder quelles sont les forces qui s'exercent sur l'objet en question. Alors là, ce n'est pas un objet, c'est un être humain. Enfin, un être humain, non, parce que ça a été il y a très longtemps, dans une très lointaine galaxie. Donc ce n'est pas un être humain que nous voyons là. Bon, Yoda, c'est assez clair, ce n'est pas un être humain. Mais il y a des êtres, ils font quelque chose, et on peut remarquer, alors Luke Skywalker est un humanoïde, alors on va dire un humain pour faire court, et il a sans doute son centre de gravité. Vous savez où est votre centre de gravité quand vous vous mettez comme ça, là? Votre centre de gravité, il est où? Le mien, il est où, là? Ouais, il y a des pros, là. Il est là. Enfin, pas au nombril, au niveau du nombril, mais dans l'épaisseur. Vous n'êtes pas d'épaisseur nulle, strictement. Donc, un peu dans l'épaisseur, au niveau du nombril. Si je vous tiens sur mon doigt au niveau du nombril, vous allez, comme ça, vous aurez un équilibre sur mon doigt. Alors, le nombril de Skywalker, on va le mettre à peu près là. Il y a son poids. Son poids, c'est la force avec laquelle Dagobah, la planète sur laquelle il est, le tire vers son centre. Et puis, sinon, s'il n'y avait rien d'autre, il tomberait. Il serait en chute libre s'il n'y avait que son poids qui s'exerçait sur lui. Alors là, il n'est pas en chute libre, il repose sur le sol, et il y a, au niveau de sa main, de son point d'appui, il y a une autre force qui s'exerce dans l'autre sens, qui s'appelle la réaction du sol. Le fait que le sol, la matière solide est impénétrable. Il y a plein de choses à dire du point de vue physique quantique intéressantes, je passe sur les détails, mais en gros, quand on appuie sur le sol vous résiste. On ne passe pas à travers les objets solides comme ça. Et donc, s'il y a deux forces qui s'exercent, sont exactement identiques, si l'une était plus grande que l'autre, soit Skywalker serait soulevé, soit il s'enfoncerait dans le sol. Comme il reste là, il est à l'équilibre, il est contraint, tiraillé par deux forces qui sont exactement de même intensité, de direction opposée. Comme là j'ai l'impression de ne rien faire, mais en fait, vous ne voyez pas que je tire très fort, assez fort avec mon bras droit là, avec mon bras gauche par là, mais ça ne bouge pas parce que c'est exactement identique. Et si l'un tirait plus fort que l'autre, ça irait dans le sens de l'attraction. Alors quand on regarde ces deux flèches-là, qu'on imagine comme ça tire dessus, vous voyez bien qu'il y a quand même une petite difficulté, c'est que tirer sur ces deux flèches, qu'est-ce qui va se passer? Skywalker, il va tourner sur lui-même sans doute, de la même façon que quand on exerce une force sur une porte, elle se met à tourner parce que il y a une réaction cette fois-ci qui est au niveau des gonds, et puis je pousse la porte tourne, et c'est ce qu'on appelle le moment ou le couple d'une force. Il y a deux forces qui s'exercent qui ne sont pas au même point, qui ne se superposent pas, et clic, ça va faire tourner Skywalker, et on s'attend à ce que il tombe du côté où tire la flèche blanche qui est son poids. Il va pivoter du côté de son poids et il pourrait tomber. Donc quand on voit ça, on se dit non, l'équilibre n'est pas possible.
Je vous fais grâce de l'analyse détaillée de cette chose-là. L'équilibre est possible, il y a une condition, c'est qu'il est dans sa chaussure gauche pour lui, et pour vous aussi d'ailleurs, à gauche de l'écran, une masse d'environ 22 kg dissimulée dans le soulier de sa chaussure. Ce 22 kg n'est pas une masse que j'ai dit au hasard, on peut la calculer, je vous fais grâce de tous les détails. S'il a une masse de 22 kg dissimulée dans la semelle de sa chaussure gauche, alors, en réalité, son poids ne s'exerce plus au niveau de son nombril. D'ailleurs, avec Yoda, qui n'est pas de masse nulle, Yoda pèse quelque chose. Alors, il faudrait estimer la masse de Yoda. Et je vous laisse livrer ça à votre sagacité. Et Yoda, il est du mauvais côté. Vous avez vu qu'il est du côté où ça va aider à faire tomber vers la droite de l'image. Yoda, il s'est mis au mauvais endroit. Il est là comme le maître. Il est là, je vais t'embêter, jeune Padawan. Je vais te montrer qu'il faut travailler. Donc je me mets du côté qui t'embête, de sorte que tu travailles plus pour équilibrer, pour qu'avec la force, tu gardes cet équilibre. Donc, Skywalker, cet équilibre est impossible. En même temps, enfin, impossible s'il n'a pas les 22 kg dans sa chaussure. Alors, s'il les avait, les 22 kg dans sa chaussure, ça se verrait. Imaginez, vous avez 22 kg dans une chaussure. Déjà, il faut les dissimuler, c'est déjà pas trivial. Si c'est des bouteilles d'eau, je vous rappelle, ça fait 2 packs d'eau, ça fait 18 kg. Vous voyez, 2 packs d'eau sous le pied, vous les voyez. Donc, il faut 22 kg compactés. Ça nécessite de réfléchir un petit peu. Je vous laisse deviner quel genre de métal il faudrait pour faire ça. Pour ceux qui en ont, c'est de l'or, ça serait pas mal. Voilà, c'est déjà un bon début. Voilà, l'or est assez dense. Et donc, s'il avait 22 kg sur une jambe et pas sur l'autre, on peut imaginer qu'il marcherait de manière un peu curieuse quand il y a, vous imaginez, avec 22 kg d'une chaussure et 0 de l'autre, ben, ça se verrait. Alors dans la petite séquence qu'on a vue, mais celle d'avant et puis celle qui suit, on ne le voit pas marcher bizarrement, ce qui évidemment évince cette hypothèse. Il nous laisse sous-entendre que, bon là, il doit utiliser la force. Parce que là-dedans, je n'ai pas rajouté une autre force qui est Skywalker en train d'utiliser la force avec un grand F pour avoir cet équilibre. Alors regardez en même temps, voilà, un vrai gymnaste qui fait ça vraiment. On sait faire ça. Il y a des humains qui savent faire ça. Bon, il faut un peu s'entraîner sans doute. Et on peut remarquer que si on prend encore une fois en estimant à l'œil où est son nombril et son poids, il est là. Et où est le point d'appui et la réaction du sol? Là. Les deux flèches sont exactement superposées, il n'y a aucune rotation du corps, et donc le corps va rester à l'équilibre à la fois. La somme des forces vaut 0, ça tire des mêmes côtés où ça pousse et ça enfonce avec la même intensité dans les deux directions opposées, et en même temps il n'y a pas de moment des forces, il n'y a pas de truc qui fait tourner le corps pour le faire tomber. Et vous remarquez que comme Skywalker, il a une jambe très écartée d'un côté, le bras de l'autre, mais il a une autre jambe très écarté de l'autre côté, de sorte que le centre de gravité de son corps déformé, j'ai dit au nombril quand on est comme ça, mais si on est comme ça, mon centre de gravité n'est pas au même endroit. Et il faudrait regarder, c'est toute l'habileté des danseuses, par exemple, elles sont comme ça, tout est facile. Déjà sur un pied, il faut réfléchir un petit peu, parce qu'il faut que votre centre de gravité tombe dans votre surface d'appui, c'est un petit pied. Quand vous êtes sur la pointe des pieds, vous sentez déjà que je suis moins à l'aise, et si je me mets à faire le guignol, je me casse la figure, parce qu'il faut maîtriser la position de son centre de gravité corporel, qui soit exactement au-dessus du point d'appui, sinon on bascule. Alors les gymnastes, ils font ça, voilà. Ce genre d'équilibre, si on cherche à calculer, on pourrait, avec la répartition de masse d'un corps humain, on pourrait, une jambe, combien ça pèse, un bras, combien ça pèse, un tronc, combien ça pèse, calculer la distribution de masse de la pyramide des athlètes qui sont à gauche, et on verrait que le centre de gravité de l'ensemble se projette exactement sur la verticale, sur la ligne qui joint les deux pieds au sol, de sorte que l'ensemble ne bascule pas. Il suffirait que ça soit un petit peu décalé et tout se casse la figure. Alors regardez le Jedi qui est à côté, regardez ce qu'il fait lui. C'est pas mal. C'est assez pas mal. Hein, il fait ça en mode je frime quand même, on est d'accord. Il ne fait pas là en mode ce qui c'est le boss. Mais quand même respect, c'est pas si simple à faire. Et il l'a fait parce que dans la position qu'il a adoptée, le centre de gravité de tout son système, la façon dont son corps est positionné, la barre qui doit peser quelques kilogrammes, eh bien c'est exactement aligné avec le point d'appui de la barre, je remonte la petite vidéo, le point d'appui de la barre au sol, le centre de gravité, il doit être exactement, si vous regardez son nombril, regardez, il est à peu près à la verticale du point d'appui de la barre. Et ce qui n'est pas facile à faire, parce que ce point d'appui, il est tout petit, donc il faut vraiment maîtriser le geste très bien. Si c'était une grande surface d'appui, easy, ce serait très facile à faire. Donc, on peut faire ce genre de choses, et donc ce genre d'équilibre-là, ils sont assez
malin à faire, et c'est toujours une question d'équilibrer deux forces, le poids et puis autre chose, la réaction, et puis que ces deux forces ne fassent pas tourner les choses. Alors je peux vous montrer ça de manière un peu, disons, j'espère spectaculaire, avec ce petit dispositif, qui est une sorte de machin en plastique rouge, qui est une forme ridicule, mais qui est calculé pour que si on veut le faire tenir sur son doigt, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire, c'est pas facile de le faire tenir comme ça sur son doigt, mais on peut, alors je vais faire une expérience, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'enlève ma ceinture, et j'accroche cette ceinture à ce bitonio qui ne veut pas tenir, c'est chiant, je mets ça là, je le coince là, je mets la pointe du truc sur mon doigt, et là, miracle de la physique et de la technologie, le truc tient tout seul, regardez. Il est complètement... Je ne suis pas un génie de l'équilibre, ça marche tout seul. Ça marche tout seul parce que cette ceinture ici, le centre de gravité du nouveau système, le petit bloc rouge qui ne pèse pas grand-chose et la ceinture, il est quelque part dans l'air, là. Mais en fait, je sais même où il est exactement à la verticale du point d'appui. S'il n'y était pas, ben, ça fera balancer comme un pendule, finalement. Et quand il y est, à l'arrêt, eh bien, il y a le poids, il y a la réaction de l'objet sur mon doigt, parce que l'objet ne passe pas à travers mon doigt, et puis il y a les deux forces, sont comme le type sur son bras tout seul, sont exactement alignés, et il n'y a pas d'autre problème, tout va bien. Et donc, avec ça, on a l'impression d'être un génie de l'équilibre, et en fait, ça marche très bien. Vous pouvez faire ça, si vous voulez faire les professionnels dans un dîner, et il faut qu'il y ait des fourchettes, ce qui est comme habituel sur une table, il faut qu'il y ait un bouchon de vin, ce qui est pas rare, et vous pouvez faire tenir le bouchon sur le bout du doigt, à condition d'y planter deux fourchettes, donc le bouchon, deux fourchettes plantées en diagonale, et vous mettez votre doigt, et ça tient tout seul, parce que les deux fourchettes mettent un centre de gravité qui va être très bas, par rapport au bouchon, et qui va s'aligner tout seul, et vous aurez un équilibre parfait d'un bouchon qui tient sur votre bout de doigt, avec rien d'autre que la subtilité d'y planter deux fourchettes. Attendez, excusez-moi, je me remets en mode normal. C'est un peu technique. Il ne faut pas que j'arrache le micro. Voilà. Donc on peut faire ce genre de petite expérience, de comprendre déjà que la notion d'équilibre en physique, cette notion d'équilibre qu'on appelle l'équilibre statique, l'idée que deux forces vont s'opposer en direction exactement opposée, en intensité exactement égale, et de surcroît qui n'exerce pas de coupe, de sorte que l'objet ne tourne pas, sinon il se met à tourner, et on a quelque chose qui n'est plus à l'équilibre, il peut même tomber éventuellement. Alors deuxième scène qui est intéressante, là, on voit ici le Land Speeder de Skywalker à fond sur Tatooine. Alors, cet objet-là, et qui flotte au-dessus du sol, il doit donc être à l'équilibre entre deux forces. On vient de le voir, équilibre statique entre deux forces, qui est la première, le poids du Land Speeder. J'ai mis le centre de gravité ici, un peu random, mais on pourrait discuter d'où on le met exactement. Il y a évidemment la réaction, quelque chose qui le soutient. Alors, ce n'est pas la réaction du sol, parce qu'il ne touche pas le sol, c'est bien ça le miracle qui se produit là. Et puis, il subit une autre force qui lui permet d'avancer, parce que là, on voit que les cheveux, enfin, pour ceux qu'on a, il part comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a une poussée qui vient des réacteurs qui sont là et qui vont le propulser vers l'avant. Et donc, cet ensemble de forces fait que, d'une part, il reste à l'équilibre verticalement, il ne s'envole pas, il ne s'enfonce pas dans le sol. Et puis il avance, là vers la droite de l'image, il avance parce qu'il est poussé. Alors comme il a un réacteur à droite et à gauche et un autre au-dessus de la tête, vous voyez, il y en a un vers le bas, il y en a un à droite et à gauche, il faut que ces deux réacteurs-là poussent exactement de la même façon. Si celui-ci pousse plus fort que celui-là, alors il va tourner comme ça. Et si c'est l'inverse, si celui-ci pousse plus fort que celui-là, alors il va tourner comme ça. Donc ça lui permet de se diriger éventuellement à droite ou à gauche, juste en réglant la poussée des réacteurs à droite et à gauche. Et puis le réacteur principal, il le pousse devant. Il y aura une autre subtilité sur laquelle je passe. Alors comment on peut flotter comme ça? Eh bien, je n'en sais rien. Enfin, plus exactement, j'ai des idées, mais c'est trop long pour vous en parler ici. Par contre, je peux vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses, d'équilibre entre deux forces, et ça tient en l'air, si j'ose dire, tout seul. On appelle ça lévitation. Alors pour faire ça, ne reculant devant aucun sacrifice, et grâce à l'aide technique de la Cité et dans ce bidon de l'INSERM, Pierre Da Silva, qui est sûrement dans la salle, que je remercie vivement pour son support technique, nous allons utiliser ici ce petit objet-là, qui est une petite que je tiens de mon camarade Julien Bobrov, qui est physicien de la matière condensée et qui est un spécialiste de la supraconductivité. La supraconductivité, c'est cet objet est supraconducteur quand il est assez froid. Cette céramique, quand elle est une température qui descend
en dessous d'une centaine de Kelvin, en dessous de moins 173 degrés Celsius, devient supraconducteur, c'est-à-dire que sa résistance électrique devient exactement nulle, exactement zéro. Et que quand elle devient exactement zéro, alors on peut faire des choses étonnantes. Alors pour la faire exactement descendre à zéro, alors il faudrait que la technique nous fasse changer d'image et qu'on passe à la GoPro. Pour que ça soit exactement zéro, il va falloir le refroidir. Et pour refroidir cet objet-là, eh bien on va utiliser ce qui est contenu dans cette bouteille. Alors attention, je vais m'équiper parce que comme ça, la sécurité avant tout. On n'est plus en mode Covid là, mais on est en mode... Vous êtes toujours là? Bon. Des gants. Oui, parce que l'azote liquide qui est dedans est un liquide qui est du gaz, qui d'habitude est gazeux. L'azote dans l'air... Ah, c'est mieux comme ça. L'azote dans l'air est un gaz qui compose à peu près 80% de l'air que nous respirons, qui ne nous sert à rien, ne nous gêne pas, qui est utile aux plantes, et le dioxygène que nous respirons, qui nous est bien utile pour vivre. Ça, c'est de l'azote liquide, et dedans, c'est donc bien un liquide dont la température est de 77 Kelvin, c'est-à-dire environ moins 196 degrés Celsius. Donc dedans, il y a un liquide à moins 196 degrés Celsius. Tout va bien. On va verser ce liquide dedans, et ça va refroidir évidemment l'aimant, pas l'aimant, le supraconducteur, qui va devenir supraconducteur parce qu'il sera assez froid. Alors pour ça, on va prendre la bonbonne d'azote liquide, on va le verser dedans. Ça va faire un effet bizarre que vous avez sans doute déjà vu. Voilà, ça fume. En fait, c'est pas de la fumée, ça. D'abord, j'insiste. Excusez-moi, ça va prendre. Cette conférence va être longue. Pas trop longue. Ça fume pas, c'est de la vapeur d'eau qui se condense, parce qu'évidemment il fait très froid dedans, là, c'est pour ça que j'ai mis des gants de professionnel pour me protéger, et de sorte que cette vapeur d'eau qui se condense fait un petit nuage qui est là, d'accord, et ça se voit que c'est froid. Alors ensuite, alors attendez, hein, soyons sérieux, on verse ce truc pour remplir le petit coupelle qui est là, voilà, c'est rempli, donc maintenant ça c'est fait. L'azote liquide n'a plus besoin. Vous voyez, ça bout. C'est normal, hein, j'ai mis un liquide très froid dans un truc qui est... putain, ça saute. Hein, un truc très froid. Alors là, c'est pas comme d'habitude. C'est quand ça bout plus, c'est prêt. Quand ça bout plus, ça veut dire que... D'abord, il n'y a peut-être plus d'azote liquide, premièrement. Deuxièmement, on va remettre un petit peu pour être sûr que ça soit bien froid. Et puis, quand ça bout plus, c'est prêt. Ça veut dire quand ça bout plus... il n'y a plus de raison, la température du récipient ainsi que la température du supraconducteur, enfin de la céramique, est bien celle, en gros, de l'azote, en tout cas suffisamment basse pour que l'azote ne boue plus. Donc tant que ça boue, c'est pas prêt. D'accord ? C'est l'inverse du riz. De l'eau pour le riz. Voilà. Donc là, ça boue encore, donc c'est pas prêt. Donc on attend. En général, comme c'est très froid, ça refroidit quand même assez efficacement. Et quand ça boue plus, ah voilà, ça boue plus. On peut commencer à discuter, et là j'ai maintenant... Alors on va enlever ce truc, parce que... Et là maintenant on voit que dalle avec les gants, attendez. La physique c'est toute une affaire. Il y a un petit aimant qui est là, et ce petit aimant, je vais l'approcher du supraconducteur. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse observer, je l'approche, je le pose, là il est là, puis je le lâche. Vous voyez? Et quand ça tourne tout seul, il tient tout seul. Alors, vous remerciez la physique, parce que moi, j'ai rien fait d'autre que d'appliquer la physique, on refroidit le supraconducteur, j'approche l'aimant, je le dis vite pour ceux qui comprendraient l'épisode, ça n'est pas très grave, ça fait des courants induits dans le supraconducteur, et comme il a une résistance nulle, ces courants restent là, produisent un champ magnétique qui va s'opposer exactement à celui de l'aimant, et avec pour conséquence que ça va permettre la lévitation de l'aimant au-dessus du supraconducteur. Il y a encore bien d'autres choses à dire. Je vous recommande vivement les vidéos de Julien Bobrov sur le sujet. Vous les trouverez aisément sur le web, qui vous racontera plein de choses sur la supraconductivité. Voilà le genre de choses que l'on peut faire pour montrer qu'il est possible de faire léviter des choses. Alors vous avez bien compris, bien sûr, que dans le cas de Tatooine, on peine à trouver la voie, le support supraconducteur qui tiendrait le vaisseau de Skywalker au milieu de Tatooine, évidemment. Donc c'est certainement un peu plus subtil que ne veut le montrer, qu'on ne peut l'imaginer, mais ça montre qu'il est possible de tenir des choses sans support apparent au-dessus d'un support qui n'est là pour rien. Si vous regardez cette image-là, ça peut vous rappeler aussi un autre film, Avatar, que vous avez vu sans doute, et dans lequel le Nobtenium, le Avatar 1, était quelque chose qui tient tout seul au-dessus d'un support
à température ambiante. Personne n'a jamais versé d'azote liquide, n'a jamais rien refroidi, et on peut imaginer que le support est l'aimant et que le supraconducteur est le nobthénium que l'on met au-dessus et qui serait un supraconducteur à température ambiante, qui est un graal de la physique des matériaux. Donc on va laisser ça se réchauffer tranquillement, on va le pousser sur le côté, parce que je vais vous montrer une autre petite chose ensuite. Alors d'abord, avant de vous montrer la deuxième chose, on va montrer la question de la poussée. Bon, ça vous connaissez. J'ai mis des flèches jaunes parce que j'ai un ballon jaune. Et puis, on lâche le ballon, action et réaction, comme on dit. L'air éjecté, l'air sous pression dans le ballon et pousse le ballon dans le sens opposé. Là, ce n'est pas très spectaculaire, mais pousse le ballon dans le sens opposé, puis ça l'éjecte. Donc, c'était la raison qui était à l'origine de la propulsion du land speeder de Skywalker. Donc là, on a l'impression de comprendre ce qui se passe. Il y a deux forces qui jouent. Il y a quelque chose qui fait léviter. C'est pas bien clair quoi. C'est peut-être sans doute pas de la supraconductivité, mais qui fait léviter le land speeder. Il y a une poussée qui le fait avancer. Il peut tourner à droite ou à gauche en jouant sur le couple des deux forces de propulsion à droite ou à gauche. Il y a la force principale qui le fait avancer. Tout va bien. Passons à l'étoile de la mort. Dans cette séquence que je vous laisse découvrir, l'Empire agacé veut détruire la planète Alderaan. Et pour cela, il déclenche le turbo laser de l'étoile de la mort. Il y a les deux gars dans le coin là qui sont manqués, on n'en pas ça, ça y est. Alors on peut faire une large enquête que je ne vais pas mener maintenant sur la puissance du turbo laser. Beaucoup de watts. Beaucoup. Ce qu'on peut estimer, alors là c'est pendant cet événement-là, juste ce qu'on vient de voir là, le fait qu'il y a cette lumière qui arrive et qui frappe la planète et pof, elle est explosée et ça va très vite, elle part à très grande vitesse, avec ces éléments-là, et sans vous détailler le raisonnement, la puissance qui est mise en jeu là, c'est 3 × 10 puissance 37 watts. C'est beaucoup. Ça veut dire 30 milliards de milliards de milliards de milliards de watts. 4 fois milliards. 30 milliards de milliards de milliards de milliards de watts. 4 fois watts. 4 fois milliards. Donc c'est beaucoup. Par comparaison, l'humanité, la puissance de l'humanité, c'est 20 000 milliards de watts. L'ensemble des machines de l'humanité, leur puissance, c'est 20 000 milliards de watts. Donc c'est pas mal, mais c'est quand même beaucoup moins que 30 milliards de milliards de milliards de milliards de watts. Alors, ce à quoi il faut faire attention dans cette affaire, parce que tout à l'heure nous parlions juste avant de propulsion par action et réaction. Dans un turboréacteur, dans un réacteur, on a de l'air, par exemple, ou des gaz qui sont éjectés à grande vitesse à l'arrière et qui, par réaction, propulsent le vaisseau vers l'avant. Mais il faut imaginer que la lumière exerce aussi une poussée. Alors évidemment, ce n'est pas très sensible. Quand vous allumez une lampe de poche, vous ne sentez pas comme un genre de recul. D'accord ? Parce que la poussée exercée par la lumière est extraordinairement faible. Ça va dépendre de la puissance du faisceau lumineux, pour une lampe de poche tout à fait modeste, et c'est cette puissance divisée par la vitesse de la lumière, qui est un nombre énorme, 300 millions de mètres par seconde. Donc si la puissance n'est pas titanesque, la poussée sera minable, et vous allumez une lampe de poche, et vous ne vous retrouvez pas collé au fond de la pièce, au prétexte que vous allumez une lampe de poche. Alors dans le cas de l'étoile de la mort, 2 10 puissance 37 watts, c'est beaucoup. Et quand on divise par la vitesse de la lumière, qui est une grande vitesse, ça reste beaucoup quand même. Et la pression exercée est tout à fait énorme, la force exercée est tout à fait énorme, et le final, c'est que si maintenant on essaie d'estimer la masse de l'étoile de la mort, est-ce que vous savez la masse de l'étoile de la mort 1 ? On peut estimer cette masse. C'est de la ferraille, on peut estimer sa taille, on peut faire une enquête pour estimer la taille de l'étoile de la mort, et puis surtout, quand on s'intéresse à la question de de l'origine de la machine interne, qui est capable de fournir cette puissance titanesque, on aboutit à la conclusion, je vous fais grâce des détails, parce que c'est une autre conférence qu'on pourrait faire à un autre moment, sur simplement Star Wars et déterminer des informations sur Star Wars, eh bien on aboutit à la conclusion que c'est sans doute à l'intérieur de l'étoile de la mort un trou noir de 3 ou 4 masses terrestres. Au cœur de... Un trou noir d'une masse terrestre, ça fait 9 mm de rayon. 3 fois, ça fait 2,7 cm de rayon, c'est un petit machin, tiens, c'est pas gros, ça tient dans la main. Ça pèse 3 fois la Terre, donc c'est comme c'est pas facile à manipuler. Et quand vous avez ça, et sous certaines conditions, vous pouvez, ça reste de la physique très spéculative bien entendu, vous pouvez essayer d'extraire cette puissance qui est présente, qui est estimée avec le tir du turbo laser. Quand on a cette masse, un objet
qui fait 3 fois la masse de la Terre, plus la ferraille autour, qui est négligeable en fait en pratique, qui est poussé par un faisceau lumineux dont la puissance est de 3 10 puissance 37 watts, on peut calculer que l'accélération subie par l'étoile de la mort est 500 fois l'accélération de la pesanteur de la Terre. Dit autrement, là vous allumez la lampe de poche, qui est le turbo-laser qui a détruit Alderaan, et l'étoile de la mort, boum, elle part dans l'autre sens à fond. C'est-à-dire, si rien n'est fait, elle doit être propulsée très exactement dans la direction opposée du turbo-laser qu'elle vient de tirer avec une puissance absolument faramineuse. Donc l'étoile de la mort devrait reculer, elle ne recule pas, donc soit il y a une truande de la physique, pourquoi pas, soit il y a une astuce, il y a quelque chose, un truc qui pousse dans l'autre sens pour que l'étoile de la mort ne parte pas, hein, qu'il la laisse là alors que ça pousse très très fort de l'autre côté en dépit de sa masse considérable. Dans le monde réel, voici un objet qui s'appelle la galaxie Centaurus A, elle est dans la constellation du Centaure. Une très belle image qui est une image composite où on voit de la lumière visible avec les étoiles alentour en orange. C'est une image qui est prise en rayonnement radio et les parties bleutées sont prises en rayons X. Donc c'est une image composite qui veut mélanger à la fois des très hautes énergies, les rayons X, la lumière visible habituelle et puis la très basse énergie qui est le rayonnement radio. Et puis on voit très très bien, il y a un jet, on le voit particulièrement bien sur la gauche, on voit un jet bleuté qui est là, et ce jet, en fait il y en a deux, l'autre côté on le voit moins bien pour des raisons que je ne rentre pas, mais on le voit un peu moins bien, mais il y a deux jets symétriques autour du trou noir central de cette galaxie. On sait qu'elle a un trou noir en son centre dont la masse est estimée à 55 millions de fois la masse du Soleil. Un bel objet, un gros objet, massif, hein, ça pèse. Et comme il y a deux jets dans les deux directions, le trou noir, tout va bien, mais la puissance du jet, c'est de 2 fois 10 puissance 36 watts. Autrement dit, la puissance des jets qui sont issus de ce trou noir central de cette radiogalaxie, c'est 150 fois moins que l'étoile de la mort. Pour vous donner une idée de l'étoile de la mort, et ça rigole pas l'étoile de la mort, hein, ça envoie les watts. Hein. Bon. Donc voilà une situation, on a des jets extrêmement puissants, avec un nombre de watts, c'est des machines d'une puissance absolument phénoménale. La vitesse de la matière le long du jet, c'est la moitié de la vitesse de la lumière. Donc c'est dire à quel point ça nourrit l'accélération, la vitesse donc, de ce jet. Alors une autre astuce sur cette idée de action et réaction, c'est-à-dire j'envoie de la matière d'un côté, ça me propulse dans l'autre, comme dans le Land Speeder de Skywalker, c'est sur cette vue d'artiste où on voit ici l'astéroïde Dimorphos, quand c'est un peu après la collision avec la sonde américaine DART. Cette collision a eu lieu en septembre de 2022, c'est une collision qui avait pour but de tester notre capacité à dévier un astéroïde par percussion. L'astéroïde Dimorphos est en fait en orbite autour d'un autre astéroïde un peu plus gros qui s'appelle Didymos et il tourne autour. Et en percutant le plus petit, on va modifier son orbite et c'est pour vérifier qu'on est capable d'influencer le mouvement d'un corps qui fait typiquement pour Dimorphos une centaine de mètres de diamètre avec un petit objet qui est la sonde qui fait 5 ou 600 kg mais qui arrive avec une vitesse très considérable de 6000 mètres par seconde, 6 km par seconde. L'objet a été percuté, on a pu constater que l'astéroïde, son orbite avait changé, et la sonde, la mission européenne ERA, va bientôt partir, oui elle est partie même, je crois qu'elle est partie récemment, pour aller en orbite cette fois-ci autour de Dimorphos Didymos, pour regarder la situation, qu'est-ce qui s'est passé après l'impact. Et dans cet impact, évidemment, il y a eu la percussion. Donc le choc, quand on tape sur un truc, ça peut le faire reculer, comme dans un choc de voiture avec, je ne sais pas, un piéton, un vélo, hein, ça m'est arrivé récemment. Bon, percussion, destruction évidemment, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus massif que l'autre, il a une beaucoup plus grande énergie que l'autre. Et puis, il y a de la matière, c'est ce que montre cette vue d'artiste, qu'on imagine qui s'est passé. Il y a de la matière qui est éjectée, et cette matière éjectée, elle participe aussi à pousser l'astéroïde dans la direction opposée. Et c'est d'ailleurs une des possibilités de déviation d'astéroïdes en évaporant une partie de la surface de l'astéroïde, par exemple. Alors, on le voit, on l'a vu dans un certain nombre de films, j'ai parlé de ça l'année dernière dans une conférence aux Utopiales, sur les impacts, sur les films, j'oublie son nom, je suis vieux. Armageddon, merci camarades spectateurs. Armageddon, où et il y a en gros,
c'est un film américain, donc gros problème, grosse bombe nucléaire. Donc on envoie une grosse bombe nucléaire pour détruire l'astéroïde. Mais là, le but ne serait pas de le détruire, mais de vaporiser la surface, de sorte que la matière éjectée propulse l'astéroïde en direction opposée et dévie ainsi et quelque peu son orbite. Action et réaction. Question, comment roule ce truc ? Quand on prend une sphère posée sur un sol, un ballon de foot, il est posé là, il ne bouge pas. Bon, évidemment, si le sol est incliné, il suit la pente. Bon, c'est normal. Mais horizontal, il est en équilibre indifférent. Il peut être ici ou là. Il n'y a aucune raison qu'il soit plus ici que là. Quand on le met à un endroit, il y reste. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire se déplacer, ce petit robot sphérique ? Eh bien, un peu comme les cages de hamsters. Les hamsters, quand ils marchent dedans, ça fait tourner le truc. Eh bien, à l'intérieur du robot, il n'y a pas un hamster qui bouge. Hein. C'est pas du CGI, hein, c'est pas des images de synthèse qu'ont fait BB-8 dans le film. Hein, c'est un objet technique réel, d'ailleurs qui est vendu sous forme de jouet pour une somme qui vous classe parmi les grands de ce monde. Vous achetez l'objet, ça roule, vous le téléguidez, ça, super. Et donc vous avez cet objet, et à l'intérieur, en fait, il y a un petit système de roues, comme le hamster, il y a des roues qui tournent, et la roue, en tournant dans un sens, elle fait tourner la sphère dans l'autre sens. On se dit, bonnard, ça va rouler. Ok, ça va rouler comme ça. Mais maintenant, je veux aller à droite, à gauche. Bon, je ne parle pas du petit bitonio qui tient tout seul, c'est un détail technique intéressant, mais qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc maintenant, je peux le faire rouler, maintenant je veux qu'il aille à droite et à gauche. Comment ça tourne ce truc? Comment ça se passe? Eh bien, à l'intérieur, il y a un dispositif qu'on appelle un gyroscope, et le fait qu'il y ait un gyroscope à l'intérieur, un truc qui tourne vite sur lui-même, eh bien, en changeant l'orientation du gyroscope, on va pouvoir diriger l'objet. Alors, je vous montre ça. J'ai justement un gyroscope. Ceci n'est pas une soucoupe volante, contrairement aux apparences. C'est un gyroscope à l'intérieur, elle est assez marrante, j'ai acheté ça pour une somme qui ne me classe pas parmi les grands de ce monde, aux États-Unis. Et dedans, il y a un petit système qui tourne et qu'on peut lancer. Alors, les gyroscopes, on peut les lancer parfois avec un petit moteur. Il y a aussi des gyroscopes, on tire une ficelle et puis ça les fait tourner extrêmement vite. L'idée, c'est de faire un truc qui tourne extrêmement vite sur lui-même. Et là-dedans, pour le lancer, il faut souffler dans les trous qui sont là. Attention, c'est parti. Vous remarquez? C'est plus aigu, ça tourne plus vite. Non, c'est pas assez vite. Et dedans, il y a un truc qui tourne très vite dedans. Et alors, regardez, ça tourne très vite dedans, je mets la pointe sur mon doigt, et ça tient tout seul. Regardez, je le mets... Alors on va demander à la caméra de s'allumer. Regardez, je le mets sur la tranche. Ça roule un peu. Il tient sur la tranche. C'est pas habituel quand même. C'est-à-dire, on va le laisser s'arrêter, on essaiera de le tenir sur la tranche, ça tient pas. Alors en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a ce truc qui tourne vite parce que je l'ai lancé en soufflant dessus. Et quand tournant vite, eh bien, il va avoir ce qu'on appelle un moment cinétique extrêmement important, qui est lié à la fois à sa taille, mais aussi à sa vitesse de rotation, là, que j'ai essayé de faire la plus rapide. Alors vous voyez que là, il commence déjà un peu à... C'est plus difficile pour lui de tenir droit. Hein. Mais il tourne moins vite. Et il va s'exercer à la fois son poids, qui a envie de le basculer, de le faire tomber, mais comme il tourne très vite sur lui-même, il y a quelque chose qui s'appelle le couple gyroscopique, je ne rentre pas dans les détails, mais qui fait que ça va le maintenir droit, en dépit du fait qu'il devrait tomber. Et c'est parce qu'il y a cette rotation qu'il peut, alors là maintenant il se passe des trucs bizarres, je relance, non on va le laisser d'abord finir, comme ça on le remettra sur le côté, on verra que ça ne marche pas, et qui le fait tenir droit alors qu'il ne devait pas tenir droit. Donc l'idée que l'on puisse diriger quelque chose avec la rotation, elle est assez étonnante, mais on peut la démontrer aussi de cette façon-là, alors par cette petite expérience que je ne peux pas faire en vrai, alors du coup j'ai trouvé une petite vidéo qui montre ça. Alors que va faire ce jeune homme avec cette roue de vélo? Il la pose là sur un petit machin qui va tourner, qui va lancer la roue extrêmement vite. Il la tient, plutôt que de la lancer à la main, il va la faire tourner extrêmement vite. Il va s'asseoir sur un siège qui a un axe vertical qui peut pivoter. Il va tenir la roue devant lui et vous allez voir ce qui va se passer. Donc il fait tourner la roue très vite. Ensuite il s'assied sur le siège qui tourne et regardez, il change, il agit sur l'axe de la roue et ça fait tourner le siège dans un sens, ça l'arrête, et dans l'autre sens, et c'est reparti. Et comme ça, il peut maîtriser sa rotation. Et maintenant, dans BB-8, il y a 3 petits gyroscopes
qui peuvent, sur chaque direction, alors il n'y a pas de gyroscope pour la verticale, mais lui il ne fait pas des bonds, mais dans 2 directions qui lui permet de se diriger avec les roues qui tournent en permanence pour faire rouler la sphère, tourner la sphère, et des petits systèmes gyroscopiques qui lui permettent de se diriger. Donc ça, c'est une façon, notamment, qu'ont les satellites pour s'orienter, les télescopes spatiaux pour s'orienter. Ce ne sont pas des réacteurs qui poussent à droite et à gauche, c'est des systèmes de 3 gyroscopes sur 3 axes qui tournent, qui sont mus par des moteurs, et en les faisant tourner, ça fait, par ce couple gyroscopique, tourner la machine pour qu'elle soit pointée dans la direction du télescope, par exemple. C'est aussi de cette façon qu'est orientée la Station spatiale internationale quand on veut que ses panneaux solaires ou que son orientation, sa position dans l'espace soit adaptée. Alors, on continue avec la force. Alors avec la force, parce que cette fois-ci, là, ce texte, alors j'ai repris le texte en anglais, le texte tel que le dit George Lucas dans cette interview, cette vidéo-là que je vous recommande si vous vous intéressez à des détails fins de George Lucas et de sa saga. Il nous explique comment fonctionne la force et surtout le rapport entre le côté obscur et le côté lumineux de la force. Et ce qu'il nous explique, c'est que, évidemment, on veut garder le côté lumineux et le côté obscur en équilibre. Et que s'il y en a un qui domine, alors typiquement le dark side, quand le côté obscur domine, alors on est en dehors de l'équilibre. Il y a un truc qui tire plus fort de l'autre que l'autre d'un côté. Et à ce moment-là, on devient égoïste. Et quand on est égoïste, on veut des choses. On veut du matos. Et quand vous voulez du matos, et que vous avez du matos, alors vous avez peur qu'on vous le prenne. Et quand vous avez peur qu'on vous le prenne, alors vous avez peur de le perdre, donc. Et quand vous avez peur de perdre les choses, vous devenez en colère. Et quand vous êtes en colère, vous devenez un peu haineux. Et puis quand vous êtes vraiment haineux, vraiment vous souffrez. Vous avez une souffrance interne et ça s'entretient. Et donc, cette idée-là qu'il peut y avoir un déséquilibre entre 2 éléments et que ce déséquilibre s'amplifie finalement. C'est pas juste, il y a un petit déséquilibre, ça va un peu plus par là que par là. Non, c'est en plus de ça, ça ne cesse de s'amplifier parce que le déséquilibre se nourrit lui-même. Alors cette idée-là, on ne va pas le faire ici, c'est pour préserver vos oreilles et montrer que les techniciens ici ont une compétence technique stratosphérique. On peut faire ça dans ce qu'on appelle l'effet Larsen. L'effet Larsen, c'est quand vous avez un haut-parleur et un micro. Le micro, il capte du son, il l'amplifie, il l'envoie dans le haut-parleur. C'est ce qui se passe là, naturellement. Je parle normalement dans ce petit micro, tu as tout un bazar, il y a un amplificateur et boum, ça arrive et vous entendez tous et toutes parfaitement. Mais si maintenant, le micro et le haut-parleur sont assez proches l'un de l'autre, le micro peut capter un bruit, c'est-à-dire un petit grésillement résiduel à la limite imperceptible à nos sens, qui viendrait du haut-parleur. Il amplifie ce grésillement imperceptible qui ressort par le haut-parleur, qui devient plus intense, qui est capté à nouveau par le micro, et puis c'est reparti pour un tour, et au bout de beaucoup de tours, c'est-à-dire très rapidement, eh bien on obtient le bruit très strident, vous connaissez tous le bruit de l'effet Larsen, très désagréable, très strident. On a une divergence par ce qu'on appelle effet de rétroaction. Quelque chose, les causes produisent un effet, cet effet agit sur les causes en amplifiant l'effet, qui agit sur les causes, qui amplifie l'effet, et à la fin, ça vous saute à la figure, enfin ça fait, par exemple, cet effet Larsen. Et il y a un seuil de déclenchement pour ça, un niveau, si le bruit est trop faible, si le micro ne capte pas ce bruit-là, par exemple parce qu'il est trop éloigné, ou parce que le haut-parleur est de si bonne qualité que le bruit résiduel est extrêmement faible, alors il n'y a pas de déclenchement, il n'y a pas d'effet Larsen et tout se passe bien. Donc ça permet d'évoquer un autre type d'équilibre, que ce n'est pas cette fois-ci un équilibre mécanique, un équilibre, disons, entre forces, mais un équilibre un peu plus subtil entre 2 éléments qui se compensent l'un l'autre ou pas, et qui peuvent éventuellement, à partir d'un certain seuil, se motiver, se renforcer ou pas. Ça, c'est une rétroaction positive quand ça renforce, quand l'effet renforce la cause, ou de rétroaction négative quand l'effet diminue la cause. Alors auquel cas, eh bien, ça a tendance à réduire et à limiter les effets initiaux. Donc ça permet de généraliser finalement cette question d'équilibre à ce qu'on appelle un système. Un système, c'est une portion de l'univers que vous isolez et que vous désignez comme l'objet d'étude intéressant, et l'extérieur, tout ce qui n'est pas le système et l'extérieur. Un système, mon corps par exemple, ou dans mon corps, ça peut être mon microbiote, comme système, ou ça peut être, là j'ai pris le système climatique, parce que c'est de ça dont on va discuter un petit peu maintenant, eh bien il y a le système Terre, comme isolé de l'univers, pas vraiment isolé, parce qu'il reçoit de la lumière du soleil,
Il rayonne de la lumière vers l'extérieur. Et puis dans la Terre, il y a le sous-système atmosphère qu'on peut étudier en tant que tel avec ses interactions, ou la cryosphère, les glaces, ou l'hydrosphère, tous les océans, toute l'eau liquide, la lithosphère, les cailloux, ou la biosphère, tout le système vivant, et puis éventuellement là-dedans particulariser le système constitué par les activités humaines. Alors, un système simple, en voilà un système très simple, voilà, il y a une boîte, et dedans il y a quelque chose, j'appelle ça le stock, on va voir qu'est-ce que ça peut être, et il y a des choses qui peuvent rentrer dans le stock, et puis des choses qui peuvent sortir du stock. Ça peut rentrer ou ça peut sortir. Alors ça c'est très simple, c'est régi en physique par une équation qu'on peut appeler l'équation du tiroir-caisse, qu'on appelle aussi l'équation de conservation, qui dit tout simplement que ce que j'ai dans le stock maintenant, c'est ce que j'avais avant, plus ce qui est rentré, moins ce qui est sorti. Vous comprenez du coup de l'équation du tiroir-caisse. À la fin, ce que j'ai dans ma caisse, c'est ce que j'avais le matin en arrivant, plus l'argent qui est rentré, moins l'argent qui est sorti. Il n'y a pas d'argent magique, quoi. Ça n'apparaît pas spontanément dans la caisse, ça ne disparaît pas spontanément dans la caisse. Donc c'est le cas du compte bancaire. Ce qui rentre, c'est votre salaire, ce qui sort, c'est vos dépenses. Les réserves fossiles, ce qui rentre, c'est rien. Les réserves fossiles, c'est charbon, pétrole, gaz. Il n'y a rien qui rentre. C'est plus produit. C'est un stock qui existe une fois, qui a été forgé il y a longtemps, à l'époque des dinosaures, et il n'y a plus rien qui rentre, et le débit sortant, c'est ce qu'on prend des réserves fossiles. Donc là, on comprend que je pompe dedans sans remettre. Donc à un moment donné, ça va s'arrêter. Les réserves minérales, les métaux, par exemple, il y a une partie d'extraction, ça sort, mais il y a aussi le recyclage qui permet de se resservir de métaux qui ont déjà été utilisés. Les déchets, il y a la dégradation des déchets, éventuellement, mais il y a aussi la production des déchets, du côté des activités humaines, par exemple. Si on considère le CO2 contenu dans l'atmosphère, il y a les puits de carbone, des systèmes qui absorbent ce CO2, la biosphère, par exemple, la dissolution dans les océans, mais il y a des systèmes aussi qui émettent, l'humanité, par exemple, qui émet des quantités considérables de CO2. Et puis, on va regarder la question de la chaleur du système Terre comme système chaud, et il reçoit de la lumière du Soleil. Il ne reçoit pas de la chaleur du Soleil, il reçoit de la lumière du Soleil qui va chauffer la Terre quand elle est absorbée pour partie. Une partie est diffusée. Et puis la Terre va rayonner, la Terre est chaude, elle va rayonner de la lumière. Et il y a un équilibre qui doit s'établir entre rayonnement reçu et rayonnement sortant. Et c'est ça dont nous allons discuter maintenant. Pour conclure et à la fin, pour revenir, vous allez voir d'une manière que j'espère pédagogique, d'utiliser Star Wars pour essayer de comprendre un peu cette situation de l'augmentation de la chaleur terrestre, ce qu'on appelle autrement réchauffement climatique. La question, c'est pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle? Pourquoi la Terre est-elle chaude? Alors pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'interaction entre matière et rayonnement, un petit peu des rudiments d'interaction entre matière et rayonnement. Quand un objet reçoit de la lumière, cette lumière a plusieurs destins. Elle peut être réfléchie, ce qui est le cas le plus rare, il faudrait que ce soit un miroir ou quelque chose de particulièrement bien fichu. En général, elle est plutôt diffusée. Quand la lumière qui vous frappe votre corps et vos habits, elle repart dans toutes les directions, c'est ça qu'on appelle diffusion. Et une partie de cette lumière pénètre dans mon œil et je vous vois. Et puis il y a une partie qui peut être absorbée. Cette lumière, elle est transformée, en étant absorbée, elle est transformée en chaleur et elle va chauffer le corps. La somme de toutes ces composantes-là, ça c'est l'équation du tiroir-caisse, qui est absorbée, plus ce qui est réfléchi, plus ce qui est diffusé, ça fait 100%. La lumière, elle n'a que 3 destins possibles. Diffusion, réflexion ou absorption. La somme fait 1, fait 100%. Et puis la partie réfléchie et diffusée, on appelle ça techniquement albédo. On va y revenir tout à l'heure, albédo, la fraction de lumière qui est diffusée. Donc l'albédo, si je vous demande l'albédo de la glace, vous me dites combien? Elle diffuse toute sa lumière, elle est très blanche, c'est presque 1, presque 100%. L'albédo de la suie ou du noir de carbone, c'est très absorbant. Donc l'albédo, c'est 0, ça ne diffuse quasiment rien et ça absorbe quasiment tout. Alors voilà un effet de l'albédo. Regardez cette photo qui a été prise par une scientifique canadienne avec une feuille posée sur de la glace. La feuille est plus sombre, elle a été éclairée par le soleil. Elle a un albédo qui est plus faible que la glace, évidemment. Cette feuille est sombre, elle va absorber la lumière du soleil plus que la glace. Comme elle absorbe plus cette lumière, elle va donc être plus chaude que la glace. Elle va faire fondre la glace qui est sous elle. Et en la faisant fondre, elle va petit à petit s'enfoncer dans la glace jusqu'à imprimer dans l'épaisseur de la glace, de la neige, sa forme. Simplement parce qu'elle est plus sombre. Encore un effet d'albédo très concret, assez joli, une jolie image, je trouve, d'un effet d'albédo. Quand on absorbe plus, on est plus chaud et donc il y a des conséquences.
En l'occurrence, la feuille s'enfonce. Alors, un corps chaud, pour être à l'équilibre radiatif, on revient à cette notion d'équilibre, un corps qui est là, il va être recevoir de la lumière, il va en rayonner, et donc son équilibre radiatif va être défini par 4 phénomènes physiques. Le premier, c'est que quand un corps absorbe de la lumière, il s'échauffe, son énergie augmente. Deuxième, tout corps perd de l'énergie en rayonnant. Vous êtes des lumières. Vous le savez, vous êtes aux Utopiales, vous êtes le public des Utopiales, vous êtes des lumières. Mais vous êtes des lumières particulières en lumière infrarouge, une lumière invisible à nos yeux. Donc si je vous vois en lumière visible, c'est parce que vous diffusez la lumière ambiante, mais si on éteint tout dans la pièce, tout noir, je ne vous vois plus. Mais si je chausse des lunettes qui existent, qui sont capables de capter la lumière infrarouge, alors je vous verrai comme des sources de lumière infrarouge, là tous assis dans une pièce qui serait par ailleurs totalement sombre en lumière visible. Et la lumière émise est d'autant plus bleue, techniquement de plus courte longueur d'onde, que la température est élevée. Un morceau de métal à température habituelle n'est pas très brillant, il ne fait que diffuser la lumière, il rayonne en lumière infrarouge. Sur le chauffe assez chaud ou de la roche, ça devient un peu orangé. Et puis ensuite, plus brillant et plus jaunâtre, voire blanchâtre, chauffé à blanc, si la température est plus élevée. Et puis enfin, l'équilibre thermique, c'est quand le corps absorbe autant de lumière qu'il en rayonne. Et la température de ce corps, à ce moment-là, est fixée. Il absorbe autant de lumière qu'il en rayonne. S'il n'en absorbe aucune et qu'il ne fait que rayonner, il va refroidir jusqu'à atteindre l'équilibre entre ce qu'il absorbe quand même, parce qu'on reçoit la lumière de l'environnement, des murs qui rayonnent de la lumière infrarouge, etc. Et il y aura cet équilibre qui va s'établir. Vous, votre corps n'est pas à l'équilibre thermique. Vous êtes plus chaud que l'extérieur. Tout le temps plus chaud. Et l'équilibre thermique pour un être vivant dont la température interne est constante, un corps homéotherme, c'est la mort. Quand on est mort, le corps se refroidit, c'est d'ailleurs un indicateur dans médecine légale pour savoir depuis combien de temps ce corps a cessé de vivre en mesurant sa température interne, le temps qu'il a fallu pour qu'il soit à l'équilibre thermique avec la température extérieure. Quelle est la température des planètes? Alors j'ai représenté ici horizontalement la distance au Soleil. 1, ça veut dire une fois la distance de la Terre, 10 fois la distance de la Terre, 100, il n'y a pas de planète à 100 fois la distance de la Terre, mais ça permet de représenter toutes les planètes. Verticalement, la température d'équilibre, eh bien, entre la lumière que reçoit cette planète du Soleil et ce qu'elle rayonne par le fait qu'elle en absorbe une partie et qu'elle en renvoie. Les planètes ont un albédo qui n'est pas 0 ou qui n'est pas 1. Elle absorbe une partie, elle renvoie l'autre partie. Voilà la courbe d'équilibre qu'on peut calculer quand on fait de la physique. Mercure est la plus chaude, c'est normal, elle est la plus proche du Soleil, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars. Plus la planète est lointaine, plus elle est froide. C'est assez logique, on est loin de la source de lumière, et donc cette source de lumière, quand on en est loin, elle apparaît plus faible, on reçoit moins de lumière, et comme on reçoit moins de lumière, on est moins chauffé, et comme on est moins chauffé, on absorbe moins de lumière, et donc on est moins chauffé. Alors maintenant, les températures réelles. Là, c'est en bleu, et en vert, les températures réelles des planètes, celles qu'on mesure. Remarquez que pour Mercure, le calcul que j'ai mené est exact. Je suis physicien. Glissons sur Vénus et la Terre, où malheureusement, il semble qu'il y ait quelques détails, quelques défauts. Regardez les points verts où ils sont situés au regard des points bleus qui sont le résultat de mon calcul. Et je peux encore être content de moi pour Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, pour toutes les planètes. Je suis assez content de moi. Il semble que ces planètes soient à l'équilibre thermique, au sens de ce calcul que je viens de faire. Combien elles absorbent de lumière du Soleil, qui dépend notamment de la distance du Soleil, et combien elles rayonnent, et ça donne une température d'équilibre. Ça ne marche pas pour la Terre et pour Vénus. Qu'ont en commun la Terre et Vénus pour que mon calcul soit faux? Elles ont une atmosphère. Bravo. Elles ont une atmosphère. Et cette atmosphère va modifier l'équilibre radiatif de ces deux planètes. Parce qu'elles ont l'atmosphère, ça va modifier l'équilibre radiatif. Rapidement fait. On en arrive à la fin. Vous sentez que là, je vous soulève un peu là. On est d'accord? On n'est pas là pour rigoler. Comme dit Greg Egan, we are here for the physics, fuck poetry. Voilà. C'est un peu vulgaire, mais we are here for the physics.
Et on met de la science-fiction dedans, un peu quand même, mais on va y revenir. Pour l'instant, on est moins science-fiction, mais on a des questions, vous voyez, comme d'équilibre. Cette question-là de comment, et on parle plus particulièrement d'équilibre radiatif. On a commencé par d'équilibre mécanique, des équilibres de force, d'équilibre statique, et maintenant on parle d'équilibre radiatif. La Terre, je simplifie quand même assez grossièrement, j'imagine un sol, ce n'est pas le cas pour la Terre, qui absorbe intégralement la lumière qui le frappe. On reçoit à peu près 240 watts par mètre carré. S'il n'y avait pas d'atmosphère, ce sol absorbe ça, le rayonne identiquement, mais non pas en lumière visible, mais en lumière infrarouge, comme vous. Et quand les deux sont à l'équilibre, quand je reçois autant que je rayonne, ça fixe une certaine température. Dans cette situation-là, la température d'équilibre de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. Mais nous avons une atmosphère que j'ai grossièrement schématisée par ce trait bleu. Quelque chose à travers laquelle la lumière visible passe, mais pas la lumière infrarouge. C'est la particularité de notre atmosphère. Elle contient des gaz, dits gaz à effet de serre, qui sont opaques à la lumière infrarouge. Et la lumière infrarouge qui va être rayonnée par le sol, elle est absorbée par l'atmosphère. Et pour que l'équilibre radiatif soit satisfait, voilà ce qui se passe. Les flèches étant là que pour matérialiser les flux, mais pas évidemment, ce ne sont pas des directions, eh bien il faut que le sol rayonne 2 fois plus que sans atmosphère, parce que l'atmosphère va absorber une partie de ce qui est rayonné par le, va absorber l'intégralité de ce qui est rayonné par le sol, en renvoyer la moitié là vers le haut et la moitié vers le bas, si je fais quelque chose vite fait avec les mains. De sorte que le sol, parce qu'il y a une atmosphère qui absorbe la lumière que lui émet, va devoir émettre beaucoup plus pour être à l'équilibre radiatif. Et comme il émet plus, c'est qu'il est plus chaud. Et avec ce phénomène d'effet de serre, la température est plus élevée, et la température moyenne de la Terre actuelle de l'ordre de 15 degrés Celsius. Et ça, c'est grâce à l'effet de serre. Donc merci l'effet de serre. Pas d'effet de serre, moins 18 degrés Celsius. C'est frais. En moyenne. Donc, ça veut dire vraiment très frais. Simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'humanité utilise tout un tas de combustibles qui, en les brûlant, émettent du gaz carbonique, et que ce gaz carbonique augmente la teneur en CO2, donc en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Il y a du gaz carbonique, mais il y a aussi du méthane, et que ça modifie l'équilibre radiatif de la Terre. Voilà ce que fait l'humanité. Elle a modifié par ses actions l'équilibre radiatif de la Terre. Et la Terre, en ce moment, le système Terre, en ce moment, est en transition vers un nouvel état d'équilibre qui sera plus chaud. On est en transition vers un nouvel état d'équilibre qui sera plus chaud que celui qui prévalait avant la modification de la composition de l'atmosphère par l'activité humaine. Donc on est en train de changer d'état d'équilibre radiatif. La Terre n'est plus à l'équilibre radiatif. Alors, on peut, dans le dernier rapport du GIEC de 2021, le 6e rapport, il y a montré à gauche le réchauffement observé en 2021. L'écart, le supplément de température 1,1 degré à ce moment-là, qui était mesuré en 2021 par rapport à une époque antérieure, une époque pré-industrielle. Alors, dans le diagramme du milieu est décomposé cette hausse totale en 3 éléments. 1, l'influence totale de l'humanité, exactement égale au réchauffement constaté, donc c'est là où le rapport du GIEC dit sans ambiguïté, le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Le 2, la barrière, la hauteur qui fait 140% du réchauffement constaté, 1,5 degré, qui est due au gaz à effet de serre. Et 3, la petite barre bleue qui vient en diminution de la température, qui vient réduire ce réchauffement climatique. Donc il y a un réchauffement qui devait être plus important que celui constaté, mais qui est pour partie diminué par la petite chose bleue qui est là. D'accord ? Cette petite chose bleue qui est là, qui est aussi d'origine humaine. La somme des deux aboutissant à une hausse de 1,1 degré. S'il n'y avait pas cette petite chose bleue, le réchauffement serait de presque 1,5 degré Celsius au lieu des 1,1 constatés. Donc ce petit truc bleu, il nous aide. Et c'est quoi ce petit truc bleu ? C'est essentiellement cette barre qui est ici. Là, c'est la décomposition maintenant beaucoup plus précise de chaque élément, de chaque petite verticale qui est à gauche. Eh bien, c'est les émissions de dioxyde de soufre de l'humanité dans l'atmosphère. Dioxyde de soufre qui est un polluant
On cherche à réduire les émissions de dioxyde de soufre parce que mélangé à l'eau, le dioxyde de soufre, ça conduit en pratique à de l'acide sulfurique et ça conduit à des pluies acides, d'une part, et vous avez compris qu'il n'est pas recommandé de respirer du dioxyde de soufre. Sinon, dans vos poumons où il y a de l'eau, ça va vous acidifier les poumons, ce qui n'est quand même pas une bonne idée. Donc le dioxyde de soufre est un polluant dont on cherche à se débarrasser, mais si on s'en débarrasse, on perd l'effet refroidissant du dioxyde de soufre. Une pollution humaine qui est dommageable pour notre respiration et vient masquer l'ampleur du réchauffement climatique réel que nous devrions subir s'il n'y avait pas cette pollution. Vous voyez l'espèce de nœud gordien dans lequel nous sommes. Si on réduit cette pollution, ce qui est bien pour la respiration de tous et toutes, eh bien ça va amplifier, ça va démasquer ce réchauffement climatique. 2 œuvres de science-fiction abordent cette question-là de manière extrêmement, disons, détaillée pour l'une et aussi détaillée quand même pour l'autre. L'une, c'est Le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson, qu'on a eu le plaisir d'accueillir l'année dernière aux Utopiales, et l'autre qui s'appelle Choc Terminal de Neil Stephenson, où un milliardaire qui possède des fusées et des mines de dioxyde de soufre se pique de sauver l'humanité en ensemençant l'atmosphère avec le dioxyde de soufre pour sauver l'humanité. Évidemment, il y a des problèmes. Donc cette question-là, du réchauffement climatique, vous voyez qu'elle est à l'origine de ce réchauffement climatique, c'est ce déséquilibre radiatif qui est dû aux émissions de gaz à effet de serre en général, de gaz carbonique en particulier, dû à l'humanité. On peut ainsi faire référence à Dune. Je vous ai dit qu'on reviendrait de la science-fiction. Il aura bientôt couleur. J'ai l'impression que je vais faire 1 heure pile, c'est incroyable. J'y crois. Dans Dune, il y a l'idée que les Fremen veulent modifier leur planète. Ils veulent verdir leur planète. C'est une planète difficile. Ils accumulent de l'eau pour essayer, grâce au planétologue impérial, au Kynes, ils essaient de modifier, ça prendra un temps très considérable, de modifier l'état climatique de leur planète. Ils font ce qu'on appelle de l'ingénierie climatique, de la géo-ingénierie, c'est-à-dire l'idée qu'on peut modifier le climat d'une planète volontairement dans un but donné, par exemple, pour limiter le refroidissement. Dans le roman de Neil Stephenson que j'évoquais, Choc Terminal, cette question, c'est injecter volontairement du dioxyde de soufre dans l'atmosphère pour amplifier l'effet de masquage du réchauffement réel. Alors, ce que nous dit Frank Herbert dans un passage de Dune, qui est extrêmement intéressant, ce que ne comprend pas celui qui ignore tout de l'écologie, c'est qu'il s'agit d'un système. Un système qui maintient une certaine stabilité, un certain équilibre, qui peut être rompu par une seule erreur. C'est réglé finement. Un système qui obéit à un ordre, un processus d'écoulement d'un point à un autre. Ce n'est pas forcément d'écoulement de l'eau, ça peut être d'écoulement de l'énergie, au sens de transfert de l'énergie, ou de la matière, ou de bien d'autres choses encore. Si quelque chose vient interrompre cet écoulement, l'ordre est rompu. Ça va de là à là, c'était à l'équilibre, il arrivait autant qu'il sortait, et maintenant je modifie quelque chose, il n'arrive plus autant qu'il sort. Et soit le niveau du stock augmente, c'est la chaleur de la Terre, ou le niveau du stock diminue, c'est votre compte en banque, vous êtes trop dépensier. Et donc on a une modification de l'équilibre de ce système quand on rompt un des éléments qui le font fonctionner. Et donc, ces éléments qui peuvent être rompus, on a parlé tout à l'heure de bilan d'énergie, de bilan de matière, on pourrait parler de rétroaction, quand les causes, les effets rétroagissent sur les causes en les amplifiant, ou parfois en les modérant, et c'est parfois en les amplifiant. Il y a un seuil de déclenchement, des fois il ne se passe rien, puis dès qu'on a atteint un certain niveau, ça y est, c'est parti, ça commence, mais en dessous, ça ne faisait rien, comme on le voyait pour l'effet Larsen. Il y a aussi des points de bascule, des moments, ça peut être l'équivalent d'un seuil de déclenchement, à un moment donné on est là, puis d'un coup on passe dans un autre mode de fonctionnement, et puis on ne revient pas à celui d'avant. On est dans un autre mode de fonctionnement. Et puis un autre point qu'on appelle hystérésie, c'est-à-dire que le chemin que l'on suit, on ne peut pas le resuivre en arrière exactement le même. On ne fait pas aller-retour, comme je fais aller-retour. Non, si je voulais revenir dans un système, si mon mouvement avait un système d'hystérésie, je fais aller, et je ne peux pas faire autrement que mon retour soit différent pour revenir au même point de départ. J'ai un autre chemin totalement différent de celui qui m'a permis d'aller du point de départ au point d'arrivée. Et celui qui ignore, et cette phrase est magnifique, celui qui ignore l'écologie ne peut pas intervenir avant qu'il soit trop tard. C'est pour cela que la plus haute fonction de l'écologie est la compréhension des conséquences.
Voilà cette phrase extrêmement importante. Dans un système complexe où il y a des tas de choses qui rentrent, qui sortent, qui rétroagissent, il y a des points de bascule, des seuils, c'est le bazar, c'est des énormes systèmes comme le système Terre, comme un corps humain. Vous avez un corps qui est autorégulé, votre température interne est constante quand vous êtes en bonne santé. La température interne est constante, il y a tout un tas de systèmes de rétroaction qui font que cette température est régulée. Et donc on ne peut pas, si on modifie quelque chose, alors il se passe des catastrophes éventuellement, en tout cas une modification de l'état d'équilibre qui est tout à fait dommageable. Alors on en arrive à la fin pour évoquer maintenant ce qui a finalement provoqué, enfin mon avis de physicien. Donc c'est un avis évidemment avec cet angle-là particulier, ce qui a provoqué la situation dans laquelle on est. Il y a plein de façons de le dire aussi autrement, si on voulait discuter de ça de façon plus politique, plus économique. C'est qu'il y a deux sortes d'énergie auxquelles l'humanité s'abreuve pour faire toutes les choses que nous faisons. Nous chauffer, nous éclairer ici, vous déplacer pour venir à Nantes, rentrer chez vous, etc. Il y a deux sortes d'énergie, les énergies qu'on appelle énergie de flux. Énergie de flux, ce sont des énergies dont la puissance est imposée, le rythme est imposé. Comme un robinet d'eau, vous pouvez ouvrir votre robinet au maximum et il ne coulera pas plus que le maximum que peut fournir votre robinet. Vous pouvez choisir 0, le robinet est fermé, un peu, beaucoup, mais pas plus que la valeur que fournit votre robinet. Et ça, c'est une limite qui vous dit que vous ne pouvez pas aller plus que la capacité du robinet qui vient de tout le réseau hydraulique qu'il y a derrière pour alimenter votre robinet en eau potable. Là, pour l'énergie, c'est la même chose. La lumière du soleil, il en brille ce qu'il en brille. Il y a du soleil, il y en a. Il n'y a pas de soleil, il n'y en a pas. Et on ne peut pas en avoir plus que ce qui est fourni. Ça, c'est une énergie de flux. Il serait la même chose pour l'énergie hydraulique, pour l'énergie éolienne, pour la biomasse ou pour la géothermie. C'est fixé. Le débit est fixé. Mais ces énergies vont durer longtemps. Le soleil, par exemple, ça va durer longtemps. Pas éternellement, mais 4,5 milliards d'années, ça nous laisse un bon bout de temps avant d'être en panne de soleil. Et les énergies de stock, au contraire, ce sont ces sources d'énergie qui sont constituées une fois pour toutes, dans lesquelles on peut piocher, mais dont le stock a vocation à s'épuiser. Par exemple, le stock de pétrole, de charbon, de gaz dit naturel, de gaz fossile, on devrait dire. Ou pareil pour l'uranium, qui est un métal, enfin un minerai, d'abord, et puis un métal ensuite. Et donc, finalement, entre énergie, entre source de stock et source de flux, quand on a une source de stock, l'énergie disponible, elle est finie. On a un gros stock de pétrole, éventuellement très gros, mais quand il n'y en a plus, c'est fini. En revanche, dans ce stock, vous pouvez piocher de façon illimitée, à concurrence de ce qui vous reste, bien entendu. Mais vous pouvez avoir une très grande puissance en piochant goulûment ou lentement. Vous avez chez vous 1 kilo de pâtes, vous pouvez tout manger d'un coup ou les manger 100 grammes par 100 grammes. D'accord ? Et le stock, il sera fini au bout d'un certain temps. Il est fini, ce kilo sera fini, mais vous pouvez le faire durer 10 repas de 100 grammes de pâtes, ce qui est quand même... vous pouvez vous rationner un peu, vous dites ah, « c'est bon, j'ai faim », crac, vous faites 1 kilo de pâtes et vous bouffez tout d'un coup. D'accord ? Donc la puissance peut être très grande, le débit auquel vous consommez peut être très grand, mais le stock, il est fini. En revanche, pour les énergies de flux, ce qui est limité, c'est la puissance, le rythme auquel vous pouvez utiliser cette énergie pour faire des choses. Évidemment, ce rythme il est important. Sur faire des grandes choses, on veut beaucoup d'énergie, mais on veut aussi de l'énergie rapidement. On veut pouvoir faire des transformations rapides, que ça ne prenne pas trop de temps. Et donc, cette puissance, elle est limitée, mais en revanche, l'énergie disponible est illimitée, en tout cas très grande, parce que, in fine, c'est quelque chose comme l'intégralité de la chaleur contenue dans la Terre, ça c'est la géothermie, ou le flux du Soleil qui va durer, disons, 5 milliards d'années. Ça laisse du temps. Donc on a, dans les énergies de flux, une très grande quantité d'énergie disponible, mais qui est parcimonieusement, si j'ose dire, délivrée à un rythme que nous ne maîtrisons pas. Et donc ça c'est important. Dans un cas, on a une quantité finie, éventuellement très grande, mais une vitesse de consommation d'énergie qui peut être très grande, donc on a à la fois de l'énergie et de la puissance. Dans l'autre cas, on a énormément d'énergie, mais lentement, arrivant lentement. Et quand l'humanité a accédé à ces sources d'énergie de stock, on pourrait dire qu'elle est passée du côté obscur de l'énergie. Du côté obscur de l'énergie, en ce sens qu'on a un hubris qui s'est exprimé, on avait une énergie considérable, nouvelle source, le pétrole, le charbon d'abord, puis le pétrole et le gaz, une nouvelle source dont on a pu piocher dedans au rythme où l'on voulait piocher dedans, au rythme qu'on voulait.
Et donc, ça nous donnait une puissance considérable, et donc la capacité à extraire encore plus, et à faire plein de choses, dont tout un tas de boues infâmes qui ne servent à rien, à part nous polluer et nous contraindre. Donc l'hubris extractiviste et productiviste a pris le dessus, dans la mesure où on a accédé à des énergies de stock. Quand on a des énergies de flux, eh ben, le soleil, on ne travaille pas la nuit. Vous pouvez commencer à travailler la nuit, au sens dans les usines, quand vous avez le moyen d'éclairer les usines la nuit. Mais vous éclairez les usines la nuit comment? Ben, vous pouvez faire des grands feux. Mais sinon, c'est bien quand il y a l'électricité qui vient d'une machine à charbon, une machine thermique qui utilise du charbon et qui produit, qui transforme la chaleur en charbon, enfin, pas en charbon, en électricité pour vous éclairer la nuit. Et donc, le productivisme et l'extractivisme se sont nourris mutuellement dans cette hubris que nous constatons actuellement et que je pourrais appeler côté obscur de l'énergie. Conséquence, perte de l'équilibre radiatif de la Terre, c'était des énergies de stock. Il se trouve que ces énergies émettent du gaz carbonique et que ce gaz carbonique, en s'accumulant dans l'atmosphère, modifie l'équilibre radiatif de la Terre, qui est en transition vers un nouvel équilibre plus chaud. Et donc la conclusion, c'est qu'il faudrait revenir du côté lumineux de l'énergie, avec beaucoup d'énergie, mais une puissance limitée, donc une capacité d'action, une vitesse d'action beaucoup plus lente que celle que vous donnent les sources de stock, mais ce sont aussi des sources qui sont plus durables en termes de quantité, mais qui sont plus lentes, et donc plus difficiles. Exactement comme le côté lumineux et le côté obscur de Star Wars. Le côté obscur qui vous permet la puissance intégrale de ressusciter les morts quasiment, presque ce qui est évoqué dans les films, de permet de faire des choses incroyables. Mais il y a un prix à payer. Et de l'autre côté, le côté lumineux, qui est plus difficile, plus long, mais qui est le bon côté, enfin en tout cas celui qui est vanté par Yoda, donc Yoda c'est un maître respecté, et donc je conclus cette comparaison, je ris cette comparaison avec Star Wars. Il faudrait abandonner le côté obscur des énergies, et ça va pas être facile, parce que c'est le côté le plus facile, le plus chatoyant, le plus agréable, et pour arriver au côté lumineux des énergies, qui est aussi plus lent, et certainement plus difficile, mais qui nous promet des lendemains plus durables, et plus en accord, plus en équilibre avec l'environnement naturel, non humain et naturel tout court, les roches, les cailloux, les arbres qui sont des êtres vivants, et toutes les choses qui nous entourent. Merci pour votre attention.